L'introduction de la vidéo mettra en lumière l'évolution historique et les diverses interprétations du concept d'isolation. Ce mécanisme a été exploré à travers plusieurs définitions et exemples au fil du temps. Le premier sens, illustré dans l'ouvrage « Les psychonévroses de défense » de Freud en 1894, se réfère à la dissociation entre une représentation mentale et l'affect qui y est associé. Bien que le terme « isolation » ne soit pas encore employé à cette époque, cette notion initiale marque une première étape dans la compréhension de ce mécanisme. Le second sens émerge en 1914, lorsque Freud aborde dans un article intitulé « Remémoration, répétition et perlaboration » la présence d'une forme particulière d'oubli dans les névroses obsessionnelles. Il évoque ainsi la suppression des liens entre les idées, une méconnaissance des conclusions à en tirer et une isolation de certains souvenirs. Cependant, c'est en 1926 que l'étude de ce type d'isolation est approfondie de manière significative, marquant un tournant dans la recherche sur ce mécanisme de défense. L'isolation, telle qu'elle est définie dans le DSM-4, crée une disjonction entre les idées et les sentiments qui leur étaient originellement liés. Cette séparation conduit à la perte du lien émotionnel avec les sentiments liés à une idée spécifique, par exemple, un événement traumatique, tout en maintenant une conscience des éléments cognitifs associés, comme des détails descriptifs. À titre d'illustration concrète, nous évoquerons les parents qui, même après le meurtre brutal de leur enfant, parviennent à répondre de manière calme et rationnelle aux questions des intervieweurs et des caméras de télévision peu de temps après l'incident, sans montrer de signes de pleurs. Ce cas spécifique nous offre une perspective claire sur l'importance des mécanismes de défense pour notre aptitude à faire face à des traumatismes éprouvants et à éviter le risque de désorganisation. Cette manière d'isoler émotionnellement les choses peut être décrite comme le fait de mettre de côté les émotions sans pour autant éliminer la représentation mentale. Cela implique de séparer l'affect lié à une représentation, comme un souvenir, une idée ou une pensée, conflictuelle, tout en maintenant la conscience de ladite représentation. L'isolation de l'affect peut se manifester comme une réponse de défense normale face à un événement traumatique, où son utilité adaptative est souvent évidente. Cependant, elle peut aussi persister à plus long terme en raison d'une absence de traitement psychologique, et peut être associée aux symptômes du trouble de stress post-traumatique. D'après la définition de Laplanche et Pontali dans Vocabulaire de la psychanalyse. L'isolation est un mécanisme de défense, souvent lié à la névrose obsessionnelle, où une pensée ou un comportement est séparé du reste de l'expérience, rompant ainsi les connexions avec d'autres pensées ou actions. Cela peut se manifester par des pauses dans la pensée, des formules, des rituels ou d'autres actions qui créent un hiatus temporel. Freud aborde le mécanisme d'isolation dans Inhibition, symptômes et angoisse, 1926, le décrivant comme une technique de défense spécifique à la névrose obsessionnelle. Pendant l'analyse, la libre association met en évidence cette technique, où certains sujets séparent radicalement leur analyse de leur vie, créant une distance entre leurs pensées et leur contexte émotionnel. Freud attribue en dernière instance la tendance à l'isolation à un mécanisme de défense archaïque contre les pulsions. Il considère que l'interdiction du toucher joue un rôle central, le contact corporel étant le but immédiat de l'investissement d'objets, qu'ils soient agressifs ou tendres. Dans son travail, Freud évoque que dans le souvenir conscient, il ne subsiste qu'un contenu représentatif sans importance et apparemment insignifiant. En conséquence, selon Freud, un souvenir indifférent n'est évoqué que rarement et ne joue aucun rôle dans l'activité psychique consciente. Il devient comme un élément étranger au sein de l'esprit, même si son existence n'est pas niée. Nous constaterons que l'isolation est fréquemment liée au mécanisme de la névrose obsessionnelle, comme Freud le met en évidence, en cherchant à empêcher des associations, une mise en liaison des pensées, le patient suit l'un des plus anciens commandements de la névrose obsessionnelle, le tabou du toucher. L'isolation implique la suppression de la possibilité de contact. Ainsi, le rejet d'une connexion entre une représentation et un affect renvoie à l'interdiction du contact réel. Quelle est la raison derrière ce tabou? Selon Freud, toucher quelqu'un représente une sorte de plaisir intense mais interdit, car l'acte de toucher symbolise le commencement de toute forme d'appropriation, de toute tentative visant à assujettir une personne ou un objet. Cela renvoie essentiellement à la connotation sexuelle inhérente à l'attouchement sexuel. Un autre exemple intéressant est celui d'Annie, une adolescente mère à seulement 16 ans. Elle a eu une relation difficile avec son bébé et a même envisagé de l'abandonner à l'avenir. Lorsqu'elle évoque son enfance marquée par la violence de son beau-père et l'abandon de sa mère, elle semble raconter ses expériences avec un détachement émotionnel étrange. Les émotions de terreur et d'impuissance qu'elle aurait dû ressentir semblent complètement absentes. Cela illustre ce concept d'isolation, où les émotions sont séparées de la conscience. L'isolation peut renforcer l'identification à l'agresseur, comme dans le cas d'Annie, où elle reproduit les mauvais traitements subis.
Lorsqu'on utilise les méthodes projectives, comme le test de patte noire imaginé par Louis Cormand, on observe parfois que les réponses fournies par les individus montrent une sorte de fragmentation ou de morcellement. Cela signifie que les réponses sont données de manière décousue, en morceaux, sans une connexion fluide entre les différents éléments. Cette fragmentation peut se produire indépendamment de l'âge de la personne ou de son niveau intellectuel. Imaginons Marie, une fille intelligente de 9 ans, qui participe au test de patte noire. Dans ce test, les enfants sont invités à raconter une histoire à partir d'une image qui montre un petit cochon appelé patte noire et d'autres éléments. Marie, en regardant l'image, commence à parler, mais ses réponses sont un peu étranges. Elle dit des choses comme « le père et la mère de patte noire, les deux petits blancs. Patte noire qui mord la patte du blanc, une barrière, de l'herbe. Que vois-tu encore? Un petit blanc qui court, un petit blanc qui mord l'oreille de patte noire, une fleur. » Cela ressemble à quelqu'un qui raconte une histoire en morceaux, sans vraiment les relier de manière fluide. Imagine si quelqu'un te raconte une histoire où il parle de différentes choses sans expliquer comment elles sont liées. Cela peut sembler un peu étrange, non? Dans le cas de Marie, ce morcellement des réponses peut être dû à un mécanisme de défense. Elle évite peut-être de penser à des émotions difficiles, comme la colère ou la tristesse, en gardant ses réponses décousues. Cela peut l'aider à ne pas ressentir ces émotions inconfortables. Imagine quelqu'un qui ne sait pas décrire ce qu'il ressent quand il est heureux, triste ou en colère. Ce concept est appelé alexithymie, ce qui signifie littéralement « pas de parole pour les émotions ». Bien que cela puisse ressembler à l'isolation, il y a des différences importantes. L'alexithymie est quelque chose qui peut être constant dans la vie de quelqu'un, tandis que l'isolation se manifeste principalement dans des moments de conflit. Autrement dit, une personne alexithymique a généralement du mal à exprimer ses émotions en permanence, tandis que quelqu'un qui utilise l'isolation comme mécanisme de défense peut montrer des signes normaux d'expression émotionnelle dans d'autres situations. En conclusion, ce mécanisme de défense nommé isolation joue un rôle crucial dans la façon dont nous traitons nos émotions et nos pensées. Selon Sigmund Freud, l'isolation est normalement utilisée dans la pensée quotidienne pour préserver le resserrement normal de la concentration. Il souligne également la nécessité de l'isolation en disant, dans la pensée, nous devons normalement accomplir un grand travail d'isolation pour lier le cours de la pensée. Cependant, il est important de noter que c'est seulement au cours de l'analyse que l'on doit envisager de renoncer à ce mécanisme de défense, bien que justifié par ailleurs. Malgré son utilité, il est important de faire la distinction entre l'utilisation normale de l'isolation et son utilisation excessive. André Green, 1971, a souligné que le mécanisme d'isolation est sans doute le mécanisme de défense qui isole le mieux. En d'autres termes, il est efficace pour séparer les émotions des pensées. Toutefois, Michel de Musan, 2001, a averti que l'isolation peut parfois être une défense disproportionnée qui masque une défaillance de la fonction du refoulement. Un danger de l'isolation est que, bien que les émotions soient momentanément supprimées, elles peuvent réapparaître de manière irrationnelle et imprévisible. Par exemple, Freud a mentionné le cas de l'homme au loup, qui n'a pas montré de douleur après la mort de sa sœur bien-aimée. Plus tard, il s'est mis à pleurer sur la tombe d'un poète décédé depuis longtemps, qui partageait des points communs avec sa sœur. Cela a été interprété comme un substitut à l'explosion manquante de la douleur, où l'isolation avait conduit à un déplacement de l'affect. Dans certains cas, l'isolation peut être si intense que les émotions sont déplacées de manière inconsciente. Fenichel 1945 sur 1953 a décrit des situations où les patients peuvent sembler calmes en parlant d'événements, mais montrer soudainement une émotion intense sur un sujet totalement différent dans leur récit, sans même réaliser que l'émotion a été déplacée.